Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du Grand Jeu. Nous sommes au cœur de la géopolitique mondiale. C'est une coproduction Afrique Média et Yod TV avec la grande collaboration de notre correspondant international Luc Michel. Luc Michel avec qui nous décrypterons et nous dévoilerons les dessous de cartes de la géopolitique mondiale et des idéologies qui mènent le monde. Et pour cette troisième édition, notre expert décrypte donc la façon dont le président russe Vladimir Poutine conçoit la géopolitique mondiale vue d'Eurasie. Il nous explique aussi d'où viennent les concepts géopolitiques derrière la vision russe du monde et ses implications. Nous aborderons ce dossier au travers du grand discours de géopolitique que le président Poutine a livré au club Valdai à Sochi. C'était le 25 octobre 2014. Et donc, nous allons retrouver très rapidement notre correspondant, Luc Michel, c'est à Charleroi, à Bruxelles. Luc Michel, bonjour. Vous allez nous situer et même analyser l'événement géopolitique du moment. C'est le grand discours du président Vladimir Poutine à Sochi et dans le cadre de la réunion annuelle du club Valdai. Le président Poutine, en bon joueur d'échecs, vient encore là de frapper un autre coup inattendu, Luc Michel. Bachir, Poutine surprend toujours ses adversaires, il surprend aussi ses amis. Il vient de faire au Forum Valdai, à Sochi, un grand discours que le journal Times qualifie de plus important discours de Poutine depuis longtemps. C'est un espèce d'exposé de la façon dont Poutine voit le monde. C'est un plaidoyer franc et solide pour un monde multipolaire et contre le monde unipolaire. C'est une critique acérée de la politique des Occidentaux et singulièrement des Américains. Le Forum Valdai, ce n'est pas anodin. C'est un espèce de grand think tank ou une fondation conçue pour ressembler d'ailleurs aux grandes fondations américaines. C'est un genre de Davos de la politique et de la géopolitique russe et il se tient à Sochi, donc sur les bords de la mer Noire. Cette année, le discours de Poutine a été très important puisqu'il a pris position vers un certain nombre d'éléments et l'un de ceux-ci, évidemment, c'est de se prononcer pour un grand espace économique unifié de l'Atlantique au Pacifique, disons-le en termes géopolitiques, une grande Europe économique destinée à préparer une grande Europe politique et géopolitique et, Poutine l'a évoqué, la fusion de l'Union européenne avec la seconde Europe que Poutine est en train de bâtir avec son union économique eurasiatique qui va regrouper dans quelques semaines 3 pays et qui sera rejointe par l'Arménie en 2015 et ensuite par bien d'autres. Alors, Luc Michel, dites-nous-en un peu plus. Quelle est cette géopolitique de la grande Europe? D'où vient-elle? À quel moment apparaît-elle? Quel est son rôle? Quel rôle joue-t-elle même dans la genèse de la théorie russe, des théories russes actuelles même sur l'Eurasie? On est là, évidemment, dans les fondements d'une géopolitique qui est celle de la grande Europe. Une géopolitique qui a 50 ans et qui a été lancée par le géopoliticien belge Jean Thiriard avec un livre fondamental qui s'appelait L'Europe, un empire de 400 millions d'hommes. Déjà en 1964, Thiriard esquisse une grande Europe avec ses frontières précisément de l'Atlantique au Pacifique. Thiriard disait, lui, de Reykjavik à Vladivostok. La fusion de l'Union européenne avec le bloc russe s'inscrit également dans cette lignée géopolitique, c'est-à-dire qu'au milieu des années 80 existait l'école géopolitique dite euro-soviétique avec Jean Thiriard, l'Espagnol prématurément disparu, José Cuadrado Costa et moi-même. Nous avions lancé l'idée résumée par un slogan, parce que la géopolitique doit être simple pour être comprise par les masses. Nous appelions cela l'empire euro-soviétique, la fusion de l'Europe, de l'Union européenne avec l'Union soviétique. C'est toujours le même concept qui est en train d'être développé dans la pensée aujourd'hui de Vladimir Poutine. C'est aussi ce qu'on appelle l'eurasisme, c'est-à-dire que l'eurasisme, c'est quoi? C'est une autre façon de parler de la grande Europe, et c'est aussi
un terme qui avait été utilisé par une école politique dans les années 1920 et 30 dans l'émigration russe et qui avait été depuis abandonné, perdu. En 1986, avec ma revue Conscience européenne, nous avions sorti l'eurasisme, la géopolitique des grands espaces précisément, des limbes de la géopolitique pour en refaire un thème actuel, un thème qui a eu du succès puisqu'il a été adopté par ce qu'on appelle les eurasistes de droite en Russie, par des gens comme Zouganov, le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui sont les eurasistes de gauche, et par tous les idéologues eurasistes qui conseillent Poutine, Poutine se définissant lui-même d'ailleurs comme un partisan de cet eurasisme. Il vient encore ici de l'annoncer. Luc Michel, dans une précédente analyse faite il y a à peu près 2 mois sur les antennes d'Afrique Média et d'EOT TV, vous développiez la thèse selon laquelle les événements de Crimée étaient, je vous cite, la marque de la fin du nouvel ordre mondial, unipolaire bien sûr proclamé par Bush père en 1991, et qu'un ordre mondial différent, multipolaire et contestant le leadership américain allait émerger avec la Russie comme centre de contestation. Est-ce que le discours de Vladimir Poutine à Sotchi confirme ces analyses politiques? Expliquez-nous un peu tout cela. La prise de position pour un grand espace allant de l'Atlantique au Pacifique, c'est un événement très important, Bachir. C'est pour ça que le Time, par exemple, parle du plus important discours de Poutine depuis longtemps. Beaucoup d'analyses depuis les débuts de la crise ukrainienne qui a été faite, qui a été instrumentalisée, organisée par les Américains pour précisément fâcher, opposer l'Union européenne et la Russie, eh bien, on disait que Poutine se détournait de l'Europe, que Poutine s'orientait vers l'Asie. C'est oublier, précisément, ce qui est le fondement même de l'eurasisme et qui fait de la Russie l'État eurasiatique par prédisposition et le pivot de l'eurasisme. C'est-à-dire que la Russie n'appartient pas à l'Europe ou à l'Asie, elle appartient à la fois et simultanément aux deux, elle est eurasiatique. C'est ce que Poutine vient de rappeler. Il vient aussi de lancer une bouteille à la mer vers les Européens. Il a expliqué que, quelles que soient les erreurs de l'Union européenne, la main restait tendue, que l'économie devait unifier les peuples du continent et que c'était la voie de l'indépendance. Michel, cette main tendue aux dirigeants de Bruxelles, Berlin ou Paris ne semble pas les enthousiasmer. Maintenant, la morte de la main ouverte, elle ressemble aussi, Bachir, au baiser de la mort. C'est-à-dire que maintenant, Poutine affirme définitivement son bloc eurasiatique, qui est économique mais aussi politique, comme une seconde Europe. C'est à nouveau une thèse que j'ai été le premier à définir dès 2006, lorsque j'ai découvert, avec une heureuse surprise, la façon dont l'unification eurasiatique était mise en route, était préconçue par le gouvernement russe. Eh bien, Poutine ouvertement conçoit cette Europe comme une seconde Europe, comme une autre Europe, comme un autre modèle européen. On critique dans les milieux pro-Poutine de la presse russe d'ailleurs, la façon dont l'Union européenne est gérée, dont le caporalisme, la stupide administration de Bruxelles stérilise l'Europe. Et on explique que l'Union eurasiatique sera tout autre chose. Ce sera l'union de peuples consentants et pas la volonté despotique d'une Commission européenne et d'une administration européenne qui a oublié qu'elle doit être au service des peuples. Quand j'ai parlé de seconde Europe, je voulais dire évidemment que cette Europe était conçue comme un modèle idéologique opposé à celui de Bruxelles. C'est clair et net. C'est mon avis. C'est aussi l'avis, par exemple, de nombreux politologues dans les pays baltes ou en Hongrie. En Hongrie, où on discute beaucoup en ce moment de l'eurasisme. Vous savez, Bachir, que le gouvernement Orban s'est rallié à l'idée de l'eurasisme, et d'ailleurs, il le paye cher, puisque les Américains viennent de sanctionner une quinzaine de personnalités hongroises, et on parle
des prémices de l'organisation d'une révolution de couleur contre Viktor Orban. C'est évidemment dramatique pour Bruxelles, puisque un gouvernement membre de l'Union européenne affirme sa sympathie pour le modèle d'unification proposé par la Russie et Poutine. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. On a à l'Est l'espoir d'une Europe libre et indépendante qui se lève, et on a à Bruxelles une Union européenne qui est entrée dans une phase de dégénérescence qui annonce à terme sa disparition. Il faut le dire franchement ici, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. L'Union européenne est en crise, elle est combattue. La nomination de la nouvelle Commission européenne a montré toutes les tares du parlementarisme qui empêchaient le Parlement européen et la Commission européenne de s'affranchir, mais aussi nous avons vu au sommet de Bruxelles ce vendredi, nous avons vu les Allemands, les Britanniques se déchirer, l'Angleterre qui envisage d'organiser un référendum pour quitter l'Union européenne, contester les autres pays, et nous avons vu surtout dans la presse allemande, l'égoïsme de Berlin s'étaler au grand jour. De grands journaux comme le quotidien Bild ont dit il est hors de question que tout l'argent du contribuable allemand parte dans les institutions européennes. Au milieu de tout ça, au milieu de cette crise de Bruxelles, Poutine évidemment, sans doute ne l'a-t-il pas fait par hasard, a proposé au Forum Waldai une alternative pour l'unification du continent. C'est cette grande Europe que Jean Thiriard proposait il y a 50 ans. C'est cette unification des deux moitiés séparées de l'Europe que proposait l'école euro-soviétique il y a 30 ans. C'est l'Europe des peuples en marche contre l'Europe de l'impérialisme, contre l'Europe de la finance, contre cette Europe qui nie les peuples qui la composent. Merci à vous, Luc Michel. Et quant à nos téléspectateurs, on va donc vous laisser le soin d'écouter dans son intégralité le discours, ce fameux discours du président russe Vladimir Poutine, où il prend position pour un grand espace économique qui part de l'Atlantique au Pacifique. Il pense, dans ce discours, donc, on peut écouter le président contre le monde unipolaire et la façon dont il est dirigé par les États-Unis et pour un monde multipolaire. La critique, vous allez bien l'écouter, des États-Unis et du bloc atlantiste y est féroce et sans appel dans ce discours de Vladimir Poutine. Je vous propose tout simplement de l'écouter. Chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir de vous accueillir à la 11e réunion du club de réflexion Valdai. Il a déjà été mentionné que le club a de nouveaux co-organisateurs cette année. Ils comprennent des ONG russes, des groupes d'experts et de grandes universités. Il a également été suggéré d'élargir les discussions à des questions qui ne sont pas seulement liées à la Russie elle-même, mais aussi à la politique et à l'économie mondiale. J'espère que ces changements dans l'organisation et le contenu des sessions renforceront l'influence du club en tant que forum de discussion et d'experts de premier plan. Dans le même temps, j'espère que l'esprit de Valdai sera conservé, cette atmosphère libre et ouverte. Cette opportunité d'exprimer toutes sortes d'opinions très différentes et franches. Permettez-moi de dire à cet égard que je ne vais pas vous décevoir et que je vais parler directement et franchement. Certains de mes propos pourront sembler un peu trop rudes. Mais si nous ne parlons pas directement et honnêtement de ce que nous pensons vraiment, alors il est absolument inutile de tenir de telles réunions. Il serait préférable dans ce cas de se contenter des rencontres diplomatiques. Où personne ne dit rien qui ait une véritable portée. Et reprenant les paroles d'un diplomate célèbre, où vous vous rendez compte que les diplomates ont une langue faite pour ne pas dire la vérité. Nous nous réunissons pour d'autres raisons. Nous nous réunissons pour nous parler franchement. Nous avons besoin d'être directs et francs aujourd'hui, non pas pour s'envoyer des pics.
mais afin de tenter de faire la lumière sur ce qui se passe dans le monde, d'essayer de comprendre pourquoi le monde est de moins en moins sûr et de plus en plus imprévisible, et pourquoi les risques augmentent partout autour de nous. Les débats d'aujourd'hui se sont tenus sous le thème de nouvelles règles ou un jeu sans règles. Je pense que cette formule décrit avec précision le tournant historique que nous avons atteint aujourd'hui et le choix auquel nous sommes tous confrontés. Bien sûr, il n'y a rien de nouveau dans l'idée que le monde est en train de changer très rapidement. Je sais que c'est quelque chose dont vous avez parlé. Il est certainement difficile de ne pas remarquer les transformations dramatiques du monde, dans l'économie, dans la vie publique, dans l'industrie, dans l'information et la communication. Permettez-moi de vous demander dès maintenant de me pardonner si je redis ce que certains des participants à la discussion ont déjà dit. Vous avez déjà eu des discussions détaillées, mais je vais exposer mon point de vue. Il considère que le point de vue des participants sur certains points est divergent sur d'autres. Tant que nous analysons la situation d'aujourd'hui, n'oublions pas les leçons de l'histoire. Tout d'abord, les changements dans l'ordre mondial. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui constitue des événements de cette ampleur. Ils ont généralement été accompagnés sinon par une guerre et des conflits à l'échelle mondiale, du moins par des chaînes de conflits locaux intenses. Deuxièmement, la politique mondiale est avant tout une question de leadership économique, de guerre et de paix, avec une dimension humanitaire incluant les droits de l'homme. Aujourd'hui, le monde est plein de contradictions. Nous devons être francs, nous demandant mutuellement si nous avons un filet de sécurité fiable et bien en place. Malheureusement, il n'y a aucune garantie et aucune certitude que le système actuel de sécurité mondiale et régionale soit en mesure de nous protéger des bouleversements. Ce système a été sérieusement affaibli, fragmenté et déformé. Les organisations internationales et régionales de coopération politique, économique et culturelle traversent également des temps difficiles. Oui, un grand nombre des mécanismes actuels visant à assurer l'ordre mondial ont été créés il y a très longtemps, y compris et surtout dans la période suivant immédiatement la Deuxième Guerre mondiale. Permettez-moi de souligner que la solidité du système créé à l'époque reposait non seulement sur l'équilibre des forces et les droits des vainqueurs, mais aussi sur le fait que les pères fondateurs de ce système se respectaient mutuellement, n'essayaient pas de mettre la pression sur les forces et tentaient de parvenir à des accords. L'essentiel est que ce système doit se développer. Et malgré ces diverses lacunes, il doit au moins être capable de maintenir les problèmes mondiaux actuels dans certaines limites et de réguler l'intensité de la concurrence naturelle entre les nations. Je suis convaincu que nous ne pouvions pas prendre ce mécanisme de frein et contrepoids que nous avons construit au cours des dernières décennies, parfois avec les plus grands efforts et difficultés, tout simplement le détruire sans rien reconstruire à sa place. Sinon, nous serions laissés sans autre instrument que la force brute. Ce que nous devions faire était de procéder à une reconstruction rationnelle et de l'adapter aux nouvelles réalités du système des relations internationales. Mais les États-Unis, s'étant eux-mêmes déclarés vainqueurs de la guerre froide, n'en voyaient pas le besoin. Au lieu d'établir un nouvel équilibre des forces essentielles pour maintenir l'ordre et la stabilité, ils ont pris des mesures qui ont jeté le système dans un déséquilibre marqué et profond. La guerre froide a pris fin, mais elle n'a pas pris fin avec la signature d'un traité de paix, comprenant des accords clairs et transparents sur le respect des règles existantes, ou la création d'un nouvel ensemble de règles et de normes. Cela a créé l'impression que les soi-disant vainqueurs de la guerre froide avaient décidé de forcer les événements et de remodeler le monde afin de satisfaire leurs propres besoins et intérêts. Lorsque le système actuel des relations internationales, le droit international et les freins et contrepoids en place faisaient obstacle à ces objectifs, ce système était déclaré sans valeur, obsolète et nécessairement nécessitant une démolition immédiate. Pardonnez l'analogie, mais c'est la façon dont les nouveaux riches se comportent. Quand ils se retrouvent tout à coup avec une grande fortune, dans ce cas sous la forme d'un leadership et d'une domination mondiale. Au lieu de gérer leur patrimoine intelligemment pour leur propre bénéfice aussi, bien sûr, je pense qu'ils ont commis beaucoup de folies. Nous sommes entrés dans une période de différentes interprétations et de silence délibéré dans la politique mondiale.
Le droit international a maintes fois été forcé de battre en retraite. L'objectivité et la justice ont été sacrifiées sur l'autel de l'opportunisme politique. Dans le même temps, l'empire complète sur les médias de masse mondiaux ont rendu possible, quand on le désirait, de présenter le blanc comme noir et le noir comme blanc. Dans une situation où vous aviez la domination d'un pays et de ses alliés, ou plutôt de ses satellites, la recherche des solutions globales s'est souvent transformée en une tentative d'imposer ses propres sets universels. Les ambitions de ce groupe sont devenues si grandes qu'ils ont commencé à présenter les politiques qu'ils concoctaient dans leur corridor du pouvoir comme le point de vue de l'ensemble de la communauté internationale. Mais ce n'est pas le cas. La notion même de souveraineté nationale est devenue une valeur relative pour la plupart des pays. En essence, ce qui était proposé était cette formule. Plus la loi était de tel régime en place à faire le seul centre du pouvoir est grande, plus grande sera sa légitimité. Nous aurons l'occasion de débattre et vous pourrez me poser vos questions. Que personne n'hésite à me donner tort. Les mesures prises contre ceux qui refusent de se soumettre sont bien connues et ont été essayées et testées de nombreuses fois. Elles comprennent l'usage de la force, la pression économique et la propagande, l'ingérence dans les affaires intérieures et les appels à une sorte de légitimité supralégale. Lorsqu'ils ont besoin de justifier une intervention illégale ou de renverser des régimes qui dérangent. Dernièrement, nous avons de plus en plus de preuves que le chantage pur et simple a également été utilisé en ce qui concerne un certain nombre de dirigeants. Ce n'est pas pour rien que Big Brother dépense des milliards de dollars pour surveiller le monde entier, y compris ses propres alliés les plus proches. Demandons-nous à quel point nous sommes à l'aise avec tout cela, à quel point nous sommes en sécurité. Combien nous sommes heureux de vivre dans ce monde et quel degré de justice, de rationalité il est parvenu. Peut-être n'avons-nous pas de véritable raison de nous inquiéter, de discuter et de poser des questions embarrassantes. Peut-être que la position exceptionnelle des États-Unis et la façon dont ils mènent leur législation est vraiment une bénédiction pour nous tous et que leur ingérence dans les événements du monde entier apporte la paix, la prospérité, le progrès, la croissance et la démocratie. Et nous devrions peut-être seulement nous détendre et profiter de tout cela. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le cas, absolument pas le cas. Un diktat unilatéral et le fait d'imposer ses propres modèles aux autres produisent le résultat inverse. Au lieu de régler les conflits, cela construit à leur escalade. À la place d'États souverains et stables, nous voyons la propagation croissante du chaos. Et à la place de la démocratie, il y a un soutien pour un public très douteux, allant de néofascistes avoués à des islamistes radicaux. Pourquoi soutiennent-ils de tels individus? Ils le font parce qu'ils décident de les utiliser comme instruments dans la voie de la réalisation de leurs objectifs. Mais ensuite, ils se brûlent les doigts et font marche arrière. Je ne cesse jamais d'être étonné par la façon dont nos partenaires ne cessent de marcher sur le même râteau, comme on dit ici en Russie. C'est-à-dire de faire les mêmes erreurs encore et encore. Ils ont jadis parrainé des mouvements islamistes extrémistes pour combattre l'Union soviétique. Ces groupes se sont formés au combat et aguerris en Afghanistan et ont plus tard donné naissance à Al-Qaïda et aux talibans. L'Occident les a sinon soutenus, du moins fermé les yeux, a fourni des informations en soutien politique et financier à l'invasion de la Russie et des pays de la région d'Asie centrale par les terroristes internationaux. Nous ne l'avons pas oublié. C'est seulement après que des attaques terroristes horribles aient été commises sur le sol américain lui-même que les États-Unis ont pris conscience de la menace collective du terrorisme. Permettez-moi de vous rappeler que nous avons été le premier pays à soutenir le peuple américain à l'époque, le premier à réagir comme des amis et partenaires après la terrible tragédie du 11 septembre. Au cours de mes conversations avec les dirigeants américains et européens, je parlais toujours de la nécessité de lutter ensemble contre le terrorisme, de le considérer comme un défi à l'échelle mondiale. Nous ne pouvons pas nous résigner et accepter cette menace. Nous ne pouvons pas la couper en morceaux séparés à l'aide des 2 poids 2 mesures. Nos partenaires ont exprimé leur accord. Mais après quelque temps, nous sommes retrouvés au point de départ. Ce fut d'abord l'opération militaire en Irak puis en Libye qui a été poussée au bord du gouffre.
fight the Pourquoi Soviet la Libye Union. a-t-elle été They réduite à cette were situation? tried and Aujourd'hui, tested c'est in un pays en Afghanistan and danger de later gave rise démantèlement. to Taliban and Et Al-Qaeda. qui est devenu The un West terrain used to turn a d'entraînement pour les blind eye, terroristes. or I would actually Seule la say détermination even et la support sagesse de la direction financially égyptienne and actuelle in media terms to à support sauver those ce terrorists pays and their arabe clé du invasion chaos in et de Russia l'emprise des terroristes. from Central En Syrie, Asian comme par le countries. passé, les États-Unis et It leurs was alliés ont commencé à only financer et after armer terrible directement les terrorist rebelles. attacks in the territory of the United Ils States leur ont itself permis de that the remplir le West rang de actually came to mercenaires provenant de realize divers pays. the imminent danger of global terrorism. And I remind Permettez-moi de vous you, demander Russia où was the ces first to rebelles support obtiennent leur the argent. American nation and Leurs armes, lend them a leurs helping spécialistes hand militaires, d'où tout after cela the vient-il? terrorist attack of Comment l'État islamique September a-t-il réussi à 11, devenir un groupe aussi puissant 2001? de fait, une véritable force We have armée? always seen Quant aux terrorism sources de as financement a aujourd'hui, number l'argent one ne vient plus global seulement de la challenge. drogue, dont la One production that augmentée you non pas de cannot quelques points de pourcentage, mais block dans des out proportions by using double considérables. standards, one that you cannot afford Depuis to que les ignore. forces de la coalition We saw internationale sont our intervenues counterparts en Afghanistan. ostensibly agree with us, but Vous êtes au courant de in a cela. while, Les terroristes everything obtiennent également just de went l'argent en back to vendant normal, du in their pétrole. opinion. They Le pétrole est produit dans les interfered in territoires Iraq contrôlés par and in les Libya, terroristes, and qui le actually produisent, le Iraq transportent et le vendent à des prix is de now on the brink dumping. of Mais disintegration d'autres achètent thanks ce to pétrole, their le action. revendent et font du Iraq is now a profit, playground for terrorists, sans and it's penser au fait qu'ils only financent ainsi les thanks terroristes, to qui the pourraient venir wisdom tôt ou of tard sur leur propre the sol et Egyptian semer la government that destruction dans leur helped propre pays. deliver Egypt from a same Où fate. trouvent-ils les nouvelles recrues? In Syria, the United States En Irak, après que Saddam Hussein ait été renversé, supply terrorists with weapons les and institutions de hardware l'État, y and compris l'armée, ont facilitating été laissées an en ruine. inflow of Nous avons dit à volunteers l'époque, into soyez their très ranks. très prudents, Tell vous me, mettez les gens à where la do rue et those que terrorists vont-ils y get faire? their money, their hardware, their military N'oubliez pas qu'ils experts? faisaient partie de la How did it direction happen d'une that grande this puissance régionale? Islamic State, the ISIS, has Et de become quoi a vont-ils strong battle vivre group maintenant? essentially? Quel fut le résultat As des for dizaines de milliers de financial aid soldats, for d'officiers et d'anciens terrorists, militants du nowadays parti it's not Baas only revenues from drug trafficking, se sont which, retrouvés à la by the rue way, et ont aujourd'hui rejoint les rangs de increased, l'État islamique. La Russie a mis en manifold, garde à plusieurs reprises during sur les dangers the des actions militaires US-led unilatérales, military presence des in interventions dans les Afghanistan. But we affaires des also États see souverains et des terrorist flirts activities avec les nowadays extrémistes funded et les by radicaux. Nous illegal avons insisté oil pour que trade les groupes and luttant oil contre le trafficking. gouvernement syrien They central, deliver oil themselves, surtout they l'État transport it islamique, illegally and they soient sell inscrits it sur les listes des illicitly organisations at illegal terroristes. prices. Mais avons-nous vu But le moindre if there résultat? are sellers, then there are buyers. Nous Someone avons has lancé been buying des that appels en oil, vain. not caring that Nous avons parfois l'impression by que nos virtue of that, collègues they et amis effectively finance sont terrorists who constamment can prises one day avec les come to their own conséquences de leur countries and propre politique start et taking qu'ils lives dépensent there. tous leurs And efforts dans where le do traitement des risques qu'ils ont those eux-mêmes Islamic créés, terrorists get their new en recruits payant un prix de in plus Iraq? en plus élevé? Chers After collègues, the cette période de deposition domination of Saddam unipolaire Hussein, a démontré state de manière institutions were convaincante que le fait effectively d'avoir un destroyed, seul centre de including pouvoir their ne armed rend pas les forces. processus We were actually mondiaux warning plus the West back faciles. then, Au contraire, saying, ce look, type de you construction are instable driving a all montré those son people, all those incapacité à males lutter contre into des menaces unemployment. réelles, What are they telles que supposed les to do conflits now? régionaux, How le are they going terrorisme, le to trafic de support drogue, themselves and le their families? fanatisme religieux, These people used le to be chauvinisme the et le leadership néonazisme. of a relatively Dans le même temps, large il a and ouvert strong une large country. voie aux fiertés What nationales are you exacerbées, leaving them for? Now, à la what we have seen manipulation is de l'opinion tens publique of et à la thousands brutalisation et à of l'oppression des faibles par les forts. former Iraqi Le army monde unipolaire est servicemen tout simplement un and moyen Ba'athist de justifier party la dictature sur members les individus et les have nations. become rank and file Le monde of the unipolaire Islamic s'est avéré State, un and they fardeau are trop military rude, professionals. trop lourd et trop ingérable Russia has même pour warned son chef numerous autoproclamé. times how dangerous it is to Voilà interfere pourquoi nous in voyons en the cette domestic nouvelle affairs étape de of l'histoire sovereign states and to des aid tentatives de terrorists. recréer un semblant de We monde quasi insisted bipolaire that en tant que modèle organizations commode fighting pour against perpétuer le the central leadership government in américain. Syria would be included to Peu the list of importe qui terrorist prend la place du organizations, centre du primarily mal dans la ISIS. propagande américaine. But what have we seen? Peu importe qui remplace Our l'ex-URSS en calls tant were que not healed. principal It seems to adversaire. us that our Cela Western pourrait être l'Iran, la counterparts Chine ou la keep Russie. fighting the Aujourd'hui, vices nous and the menaces assistons à that de they nouveaux brew efforts pour themselves. fragmenter le monde, That they breed dessiner de themselves. nouveaux clivages, Dear réunir colleagues, des coalitions qui ne the sont pas façonnées period of a pour unipolar quelque chose, world mais has dirigées contre demonstrated to us quelqu'un, qui que vividly ce soit, pour that créer l'image d'un building up a ennemi. single power center Comme ce does fut not le cas make pendant les global années de guerre processes froide. in the world more manageable. On Et the s'emparer contrary, du droit à ce this leadership ou dictat, si vous architecture has proved préférez. itself highly unstable La and situation incapable étant of présentée de cette façon resolving au issues cours de la such guerre as froide, nous ranking
savons tous cela et nous le comprenons bien. Les États-Unis ont toujours dit à leurs alliés, nous avons un ennemi commun, un ennemi terrible, le centre du mal.
Et nous vous protégeons, vous, nos alliés, de cet ennemi, et nous avons donc le droit de vous donner des ordres, de vous forcer à sacrifier vos intérêts politiques et économiques et à payer votre part des coûts de cette défense collective. Mais nous serons les responsables de tout cela, bien sûr. En bref, nous voyons aujourd'hui des tentatives dans un monde nouveau et changeant de reproduire les modèles familiers de la gestion globale. Et tout cela de manière à garantir aux États-Unis leur situation exceptionnelle. Et tout cela encore et encore, et à récolter des dividendes politiques et économiques. Mais ces tentatives sont de plus en plus déconnectées de la réalité et en contradiction avec la diversité du monde. Des mesures de ce genre créent inévitablement des confrontations et provoquent des contre-mesures. Et ont pour résultat l'effet inverse de ce qui était souhaité. Nous voyons ce qui se passe quand la politique commence imprudemment à s'ingérer dans l'économie et que la logique des décisions rationnelles cède la place à la logique de confrontation qui ne fait que nuire aux propositions et intérêts économiques des pays en question, y compris les intérêts des entreprises nationales, les projets économiques communs et les investissements mutuels. Et ceux-ci rapprochent objectivement les pays et contribuent à aplanir les problèmes actuels entre États. Mais aujourd'hui, la communauté mondiale des affaires fait face à des pressions sans précédent de la part des gouvernements occidentaux. Dans quelles affaires, de quelles opportunités économiques et de quel pragmatisme peut-on encore parler lorsque nous entendons des slogans tels que la patrie est en danger, le monde libre est en danger et la démocratie est en péril. Voilà à quoi ressemble une vraie politique de mobilisation. Les sanctions sapent déjà les fondements du commerce mondial. Les règles de l'OMC et le principe de l'inviolabilité de la propriété privée. Il porte un coup dangereux au modèle libéral de la mondialisation, de la liberté et de la concurrence, et précisément un modèle qui a avant tout bénéficié aux pays occidentaux. Et maintenant, il risque de perdre la confiance en tant que gouvernement de la mondialisation. Nous devons nous demander pourquoi était-ce nécessaire. Après tout, la prospérité des États-Unis dépend de celle des investisseurs et des détenteurs étrangers de dollars. Cette confiance est clairement mise à mal. Et des signes de désillusion quant au fruit de la mondialisation sont visibles dans de nombreux pays. Le précédent bien connu de Chypre et les sanctions pour des motifs politiques n'ont fait que renforcer la tendance à chercher à renforcer la souveraineté économique et financière et la volonté des pays ou de leurs groupes régionaux de trouver des moyens de se protéger contre les risques de pression extérieure. Nous voyons déjà que de plus en plus de pays cherchent des moyens de devenir moins dépendants du dollar et mettent en place des systèmes financiers de paiement et des monnaies de réserve alternatives. Je pense que nos amis américains sont tout simplement en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. On ne peut pas mélanger la politique et l'économie, mais c'est ce qui se passe maintenant. J'ai toujours pensé, et je pense encore aujourd'hui, que les sanctions pour des motifs politiques sont une erreur qui nuira à tous, mais je suis sûr que nous reviendrons sur ce point. Nous savons comment de décisions étaient prises et qui exerçaient les pressions. Mais permettez-moi de souligner que la Russie ne va pas perdre son calme, s'offenser ou venir manger à la porte de quiconque. La Russie est un pays autosuffisant. Nous allons travailler au sein de l'environnement économique international qui a pris forme, développer la production et la technologie nationale et agir de façon plus décisive pour mener à bien notre transformation. Les pressions de l'extérieur, comme cela a été le cas à plusieurs reprises par le passé, ne feront que consolider notre société, nous maintenir en éveil et nous amener à nous concentrer sur nos principaux objectifs de développement. Bien sûr, les sanctions constituent un obstacle. Ils essayent de nous affaiblir par ces sanctions, d'entraver notre développement et de nous pousser à l'isolement politique, économique et culturel. En d'autres termes, nous forcer à prendre du retard. Mais le monde a énormément changé. Nous n'avons pas l'intention de nous isoler de quiconque ou de choisir une sorte de voie de développement fermée. En essayant de vivre en autarcie, nous sommes toujours ouverts au dialogue, y compris au sujet de la normalisation de nos relations économiques et politiques. Nous comptons ici sur l'approche pragmatique des milieux d'affaires dans les principaux pays. Certains disent aujourd'hui que la Russie tournerait le dos à l'Europe et rechercherait de nouveaux partenaires commerciaux, surtout en Asie. Permettez-moi de dire que ce n'est absolument pas le cas. Notre politique active dans la région Asie-Pacifique n'a pas commencé d'hier et non en réponse aux sanctions. Mais
Mais c'est une politique que nous suivons depuis maintenant un bon nombre d'années, comme beaucoup d'autres pays, y compris les pays occidentaux. Nous avons vu que l'Asie joue un rôle de plus en plus important dans le monde, dans l'économie et dans la politique. Et nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'ignorer ces développements. Tout le monde agit ainsi et nous allons le faire nous aussi. D'autant plus qu'une grande partie de notre pays est géographiquement en Asie. Au nom de quoi devrions-nous ne pas faire usage de nos avantages concurrentiels dans ce domaine? Ce serait faire preuve d'une vue extrêmement courte que de ne pas le faire. Le développement des relations économiques avec ces pays et la réalisation de projets d'intégration régionale créent aussi de grandes incitations pour notre développement national. Les tendances démographiques, économiques et culturelles actuelles suggèrent que la dépendance à une seule superpuissance va objectivement diminuer. C'est une chose que les experts européens et américains ont également évoquée dans leurs réunions et travaux. Peut-être que l'évolution de la politique internationale sera le reflet de ces évolutions régionales et nationales, à savoir la concurrence intensive des pôles de développement et des changements fréquents de dirigeants dans des domaines précis. Ceci est tout à fait possible. Il ne fait aucun doute que des facteurs humanitaires tels que l'éducation, la science, la santé et la culture jouent un rôle plus important dans les relations internationales, y compris parce que ce soft power dépendra dans une large mesure des réalisations concrètes dans le développement du capital humain plutôt que des trucages sophistiqués de la propagande. Dans le même temps, le monde polycentrique qui émerge n'améliore pas du tout la stabilité. L'objectif d'atteindre l'équilibre mondial est en train de devenir un casse-tête assez difficile. Une équation à plusieurs inconnues. Que nous réserve donc l'avenir si nous choisissons de ne pas respecter les règles, même si elles peuvent être strictes et peu pratiques. Et ce scénario est tout à fait possible compte tenu des tensions dans la situation internationale. Beaucoup de prédictions peuvent déjà être faites en tenant compte des tendances actuelles. Et malheureusement, elles ne sont pas optimistes. Si nous ne créons pas un système clair d'engagement et d'accords mutuels, si nous ne construisons pas les mécanismes de gestion et de résolution des situations de crise, les symptômes de l'anarchie mondiale vont inévitablement s'accroître. Aujourd'hui, nous voyons déjà une forte augmentation de la probabilité de tout un ensemble de conflits violents, avec la participation directe ou indirecte des plus grandes puissances mondiales. Et les facteurs de risque comprennent non seulement les conflits multinationaux traditionnels, mais aussi l'instabilité interne dans différents États, surtout quand on parle de nations situées au croisement des intérêts géopolitiques des grandes puissances, ou à la frontière de continents civilisationnels, culturel, historique et économique. L'Ukraine, qui, j'en suis sûr, a été longuement évoquée et dont nous parlerons encore, est l'un des exemples de ces sortes de conflits qui affectent l'équilibre international des puissances. Et je pense que ce ne sera pas nécessairement le dernier. Déjà émane la prochaine menace réelle de détruire le système actuel d'accord de contrôle des armements. Et ce processus dangereux a été initié par les États-Unis d'Amérique, quand ils se sont unilatéralement reliés du traité sur les missiles antibalistiques ABM en 2002, puis se sont lancés dans la création de leur système global de défense antimissiles et poursuivent aujourd'hui activement ce processus. Je tiens à souligner que nous ne sommes pas à l'origine de tout cela. Une fois de plus, nous glissons vers des temps où, au lieu de l'équilibre des intérêts et des garanties mutuelles, ce sera la peur et l'équilibre de la destruction mutuelle qui empêcheront les nations de se livrer à un conflit direct. En l'absence d'instruments juridiques et politiques, les armes deviennent encore une fois le point focal de l'ordre du jour mondial. Elles sont utilisées n'importe où, n'importe comment, sans la moindre sanction du Conseil de sécurité de l'ONU. Et si le Conseil de sécurité refuse de rendre de tels arrêts, alors on le condamne immédiatement comme un instrument dépassé et inefficace. De nombreux États ne voient pas d'autres moyens d'assurer leur souveraineté qu'en obtenant leur propre compte. Cela est extrêmement dangereux. Nous insistons sur la nécessité de poursuivre les négociations. Nous ne sommes pas seulement en faveur de pourparlers, mais nous insistons sur la nécessité de poursuivre les pourparlers de réduction des arsenaux nucléaires. Moins nous aurons d'armes nucléaires dans le monde, mieux ce sera. Et nous sommes prêts à mener les discussions les plus sérieuses et concrètes sur le désarmement nucléaire, mais seulement des discussions sérieuses, sans aucun deux poids deux mesures.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, de nombreux types d'armes de haute précision sont déjà assimilables à des armes de destruction massive en termes de capacité. Et en cas de réinitiation complète aux armes nucléaires ou de réduction radicale du potentiel nucléaire, les nations qui sont des leaders dans la réduction et la production des systèmes de haute précision auront un net avantage militaire. La parité stratégique sera perturbée, ce qui est susceptible d'entraîner de la déstabilisation. Le recours à une soi-disant première frappe préventive globale peut devenir tentant. En bref, les risques ne diminuent pas mais s'intensifient. La prochaine menace évidente est l'escalade des conflits ethniques, religieux et sociaux. De tels conflits sont dangereux, non seulement en tant que tels, mais aussi parce qu'ils créent des zones d'anarchie, d'absence totale de loi et de chaos autour d'eux. Des lieux qui sont commodes pour les terroristes et les criminels. Et où la piraterie, le trafic d'êtres humains et le trafic de drogue sont florissants. D'ailleurs, nos collègues ont essayé de contrôler plus ou moins ces processus, d'exploiter les conflits régionaux et de concevoir des révolutions colorées en fonction de leurs intérêts. Mais le génie s'est échappé de la bouteille. Il semble que les pères de la théorie du chaos contrôlé eux-mêmes ne sachent plus quoi en faire. Il y a confusion dans leur rang. Nous suivons de près les discussions à la fois au sein de l'élite dirigeante et de la communauté des experts. Il suffit de regarder les gros titres de la presse occidentale de l'année dernière. Les mêmes personnes sont appelées des combattants pour la démocratie, puis des islamistes. D'abord ils parlent de révolution, puis ils parlent d'émeutes et de soulèvements. Le résultat est évident, la propagation du chaos mondial. Chers collègues, compte tenu de la situation mondiale, il est temps de commencer à se mettre d'accord sur des choses fondamentales. Ceci est d'une importance et d'une nécessité extrême. Cela vaudrait beaucoup mieux que de se retirer dans nos propres retranchements. Plus nous faisons face à des problèmes communs, plus nous nous trouvons dans le même bateau, pour ainsi dire. Et la manière sensée de trouver une issue réside dans la coopération entre les nations, les sociétés, dans le fait de trouver des réponses collectives aux défis croissants et dans la communauté de gestion des risques. Certes, certains de nos partenaires, pour des raisons à eux, ne se remémorent pas cela. L'expérience pratique montre que les réponses communes aux défis ne sont pas toujours une panacée et il faut que nous comprenions cela. En outre, dans la plupart des cas, elles sont difficiles à atteindre. Il n'est pas facile de surmonter les différences dans les intérêts nationaux et la subjectivité de différentes approches. En particulier lorsqu'il s'agit de pays ayant des traditions culturelles différentes, mais néanmoins nous avons des exemples où ayant des objectifs communs et agissant sur la base des mêmes critères, nous avons obtenu collectivement des succès. Permettez-moi de vous rappeler la résolution du problème des armes chimiques en Syrie et le dialogue de fond conséquent sur le programme nucléaire iranien, ainsi que notre travail sur les questions nord-coréennes. Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser cette expérience à l'avenir pour relever les défis locaux et mondiaux? Que pourrait être la base juridique, politique et économique pour un nouvel ordre mondial qui permettrait la stabilité et la sécurité tout en encourageant une saine concurrence et en ne permettant pas la formation de nouveaux monopoles qui entravent le développement? Il est peu probable que quiconque puisse proposer dès à présent des solutions absolument exhaustives et prêtes à l'emploi. Nous avons besoin de beaucoup de travail et de la participation d'un large éventail de gouvernements, d'entreprises mondiales, de la société civile et de plateformes d'experts telles que celle-ci. Cependant, il est évident que les succès et les résultats réels ne sont possibles que si les participants clés des affaires internationales peuvent se mettre d'accord sur l'harmonisation des intérêts de base, sur le fait de s'imposer des limites raisonnables et de donner l'exemple d'un leadership positif et responsable. Nous devons identifier clairement où se terminent les actions unilatérales et nous avons besoin de mettre en avant des mécanismes multilatéraux et dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité du droit international. Entre les actions de la communauté internationale, il faut des synergies pour assurer le bien-être commun et le principe de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, quel qu'il soit. Ces collisions même conduisent de plus en plus à une interférence extérieure arbitraire dans des processus internes complexes et encore ils provoquent des conflits dangereux entre les principaux acteurs mondiaux. La question de la préservation de la souveraineté devient presque primordiale
primordial dans le maintien et le renforcement de la stabilité mondiale. De toute évidence, discuter des critères de l'utilisation de la force extérieure est nécessaire. Il est pratiquement impossible de la séparer des intérêts des nations particulières. Il est beaucoup plus dangereux de rester dans une situation où il n'y a pas d'accord qui soit clair pour tout le monde. Et où des conditions claires pour l'ingérence nécessaire et légale ne sont pas fixées. J'ajouterais que les relations internationales doivent être basées sur le droit international et qui lui-même doit reposer sur des principes moraux tels que la justice, l'égalité et la vérité. Peut-être le plus important est-il le respect de ses partenaires et de leurs intérêts. C'est une formule évidente, mais le fait de la respecter pourrait changer radicalement la situation mondiale. Je suis certain qu'avec une volonté réelle, nous pouvons restaurer l'efficacité du système international et des institutions régionales. Nous n'avons même pas besoin de reconstruire à partir de zéro. Ce n'est pas une terre vierge, d'autant plus que les institutions créées après la Seconde Guerre mondiale sont relativement universelles et peuvent être modernisées avec un contenu adéquat pour gérer la situation actuelle. Cela est vrai quant à l'amélioration du travail de l'ONU, ainsi que celui de l'OSCE qui, depuis 40 ans, a démontré qu'elle était un mécanisme nécessaire pour assurer la sécurité et la coopération dans la région euro-atlantique. Je dois dire que même aujourd'hui, en essayant de résoudre la situation de l'Ukraine, l'OSCE joue un rôle positif. À la lumière des changements fondamentaux dans l'environnement international, l'augmentation des ordres incontrôlables et des diverses menaces, nous avons besoin d'un nouveau consensus mondial de forces responsables. Il ne s'agit pas de conclure certaines transactions locales ou un partage de zones d'influence dans l'esprit de la diplomatie classique, ni d'assurer la domination globale et complète de quiconque. Je pense que nous avons besoin d'une nouvelle version de l'interdépendance. Nous ne devrions pas avoir peur de cela. Au contraire, c'est un bon instrument pour harmoniser les positions. Étant donné le renforcement et la croissance de certaines régions de la planète, processus qui nécessite objectivement l'institutionnalisation de ces nouveaux pôles par la création de puissantes organisations régionales et l'élaboration de règles pour leur interaction. La coopération entre ces centres contribuerait sérieusement à la stabilité, de la sécurité, de la politique et de l'économie mondiale. Mais afin d'établir un tel dialogue, nous devons partir d'un postulat selon lequel tous les centres régionaux et projets d'intégration qui se forment autour d'eux doivent avoir les mêmes droits au développement, afin qu'ils puissent se compléter mutuellement et que personne ne puisse artificiellement les forcer à entrer en conflit ou en opposition. De telles actions destructrices briseraient les liens entre les États. Et les États eux-mêmes seraient soumis à des difficultés extrêmes, voire même à une destruction totale. Je voudrais vous rappeler les événements de l'année dernière. Nous avions prévenu nos partenaires américains et européens que les décisions hâtives prises en coulisses, par exemple sur l'association de l'Ukraine avec l'Union européenne, étaient remplies de risques graves pour l'économie. Nous n'avons pas même évoqué les problèmes politiques, nous n'avons parlé que de l'économie, en disant que de telles mesures mises en place sans arrangement préalable nuiraient aux intérêts de nombreux autres pays, dont la Russie. En tant que principal partenaire commercial de l'Ukraine, et qu'un large débat sur ces questions était nécessaire. D'ailleurs, à cet égard, je vous rappelle que, par exemple, les négociations sur l'adhésion de la Russie à l'OMC ont duré 19 ans. Ce fut un travail très difficile et un consensus a finalement été atteint. Pourquoi est-ce que je soulève cette question? Parce qu'en mettant en œuvre ces projets d'association avec l'Ukraine, nos partenaires seraient venus à nous avec leurs biens et services par la porte arrière, pour ainsi dire. Et nous n'avons pas donné notre accord pour cela. Personne ne nous a rien demandé à ce sujet. Nous avons eu des discussions sur tous les sujets liés à l'association de l'Ukraine avec l'Union européenne. Des discussions persistantes, mais je tiens à souligner que notre action a été menée d'une manière tout à fait civilisée, en indiquant des problèmes possibles et en soulignant les raisonnements et arguments évidents. Mais personne ne voulait nous écouter et personne ne voulait discuter. Ils nous ont simplement dit ce ne sont pas vos affaires, point final, pas de discussion. Au lieu d'un dialogue civilisé, nous avons le chaos. Ils ont renversé un gouvernement. Ils ont plongé le pays dans le chaos, dans l'effondrement économique et social, dans une guerre civile avec des pertes considérables. Pourquoi? Quand je demande à mes collègues pourquoi ils n'ont plus de réponse, personne ne dit rien, c'est tout.
support those developments. Tout le monde est désemparé disant que ça s'est juste passé comme ça. Ces actions n'auraient pas dû être encouragées. Cela ne pouvait pas fonctionner. L'ancien président ukrainien Yanukovych avait tout signé. Il était d'accord avec tout. Pourquoi ont-ils fait ça? Dans quel but? Est-ce là une manière civilisée de résoudre ces problèmes? Apparemment, ceux qui commandent constamment de nouvelles révolutions colorées se considèrent comme de brillants artistes et ne peuvent tout simplement pas s'arrêter. Je suis certain que le travail des associés intégrés, la coopération des structures régionales doivent être construits sur une base transparente et claire. Le processus de formation de l'Union économique eurasienne est un bon exemple d'une telle transparence. Les États qui font partie de ce projet ont informé leurs partenaires de leur plan à l'avance, en précisant les paramètres de notre association et les principes de son travail, qui correspondent pleinement aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. J'ajouterai que nous aurions également accueilli favorablement l'initiation d'un dialogue concret entre l'Eurasie et l'Union européenne. D'ailleurs, ils nous ont presque catégoriquement refusé cela. Il est également difficile d'en comprendre les raisons. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant en cela? Et bien sûr, avec un tel travail conjoint, on pourrait penser que nous devons nous engager dans un dialogue sur la nécessité de créer un espace commun pour la coopération économique et humanitaire s'étendant de l'Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique. Chers collègues, la Russie a fait son choix. Nos priorités sont d'améliorer encore nos institutions démocratiques et notre économie ouverte, d'accélérer notre développement interne et tenant compte de toutes les tendances modernes positives observées dans le monde et en consolidant notre civilisation et notre développement. Nous avons un agenda pacifique et positif tourné vers l'intégration. Nous travaillons activement avec nos collègues de l'Union économique eurasienne, de l'Organisation de coopération de Shanghai, du BRICS et avec d'autres partenaires. Ce programme vise à renforcer les liens entre les gouvernements, pas à les fragiliser. Nous ne prévoyons pas de façonner des blocs ou de participer à un échange de coups. Les allégations et déclarations nous attaquant, nous accusant d'empiéter sur la souveraineté de nos voisins sont fausses. La Russie n'a pas besoin d'un quelconque rôle spécial ou exclusif dans le monde. Nous respectons les intérêts des uns et des autres. Nous voulons simplement que nos propres intérêts soient pris en compte et que notre position soit respectée. Nous sommes bien conscients du fait que le monde est entré dans une période dans laquelle nous avons tous besoin d'un degré de coopération et d'efficacité et d'une capacité à éviter toutes les mesures réfléchies. Dans les années suivant la guerre froide, les acteurs politiques mondiaux ont en quelque sorte perdu ces qualités. Maintenant, nous devons nous les rappeler. Sinon, les espoirs d'un développement stable et pacifique seront une illusion dangereuse, tandis que la crise d'aujourd'hui servira simplement de prélude à l'effondrement de l'ordre mondial. J'ai déjà souligné que la construction d'un ordre mondial plus stable est nécessaire. Nous parlons d'une tâche longue et difficile. Nous avons pu parvenir à un accord à Helsinki dans les années 1970. Notre devoir commun est de résoudre ce défi fondamental à cette nouvelle étape du développement. Je vous remercie vivement pour votre attention. Voilà, après avoir écouté ce discours du président Vladimir Poutine, c'est une manière pour nous de dire que nous arrivons au terme de cette autre édition. Nous remercions nos confrères de la télévision russe pour ces très belles images, la RT donc, et merci également à Luc Michel pour la traduction en langue française du discours de Vladimir Poutine. Quant à nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Sur ce, je vous dis bonsoir.